Bonjour, dans le cadre des conférences, dont vous avez pour la plupart d'entre vous l'habitude, les conférences du jeudi, nous accueillons aujourd'hui Pierre Heblin, donc architecte de notoriété dans cette école, puisque tu étais venu déjà il y a 10 ans. Donc tu es architecte à Liège. Bon, tu es quand même tu as été un des acteurs importants pour la diffusion de la culture architecturale en Belgique, Belgique francophone. Tu viens aujourd'hui évidemment en contrepoint de l'exposition qui se termine, et tu viens aussi pour expliquer tout un travail de longue haleine que tu avais initié il y a déjà de nombreuses années sur la question de l'édition de l'architecture et sur l'architecture du livre. D'ailleurs, tu es venu deux fois à l'école sur cette question. Voilà, tu es un ami de cette école. Évidemment, tu connais bien un certain Cédric Libert, qui lui-même est originaire de Liège, qui s'excuse de pouvoir être là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Voilà, c'est pour ça que je le remplace. Et je te laisse la parole. On fera peut-être le tour d'un certain nombre de questions après ton intervention. Et je vous ferai passer le micro. Voilà. Merci à toi. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis assez heureux d'être là parce que vous sentez qu'il y a quand même des connivences qui ont été faites ici. Oh, le phare en plein visage, je vais mettre de côté, sinon je ne vois plus personne. Donc je suis très heureux d'être là, d'une part parce qu'on a déjà eu la possibilité de se voir, en tout cas pour certains, il y a un mois quand on a monté l'exposition, on a placé l'exposition en haut. D'une part, d'autre part, parce que Cédric Libert, j'ai des liens assez forts avec lui, puisque Cédric a été un stagiaire de l'atelier au tout début de la possibilité que j'avais d'avoir des stagiaires. Donc voilà, donc on se connaît bien. Donc oui, je suis architecte de jour et éditeur de nuit, et c'est un peu autour de cette thématique que j'ai organisé la petite lecture de ce soir. J'ai rassemblé une série de notes. Voilà, je ne sais pas si tout ça va tenir, mais j'ai essayé que ça tienne en tout cas. Le propos s'est développé à la fois dans les échanges préalables à monter l'exposition qui se trouve à l'étage, qui présente un architecte qui sort de nulle part, qui s'appelle Louis Bosny, d'une part, et d'autre part, de répondre à une question de votre directeur, de Cédric Libert, qui était pourquoi un architecte monte une exposition comme celle-là, comment cette exposition arrive à Saint-Étienne, et donc quelle est la filière de pensée. J'ai cru que la question était facile, en fait, mais j'avoue que j'ai un peu sequelé, comme on dit à Bruxelles. C'était un peu compliqué à mettre en place, mais notamment, j'ai buté assez longtemps sur, vous allez comprendre, des questions de titre, puisque j'avais mis un titre en tête de gondole, et puis ce titre a changé un nombre incalculable de fois. C'était bizarre, j'avais toujours des titres un peu longs. Par exemple, Jean-Noël Blanc, qui est un des écrivains qui a accompagné l'exposition, qui est un écrivain de Saint-Étienne, m'avait envoyé une lettre suite à l'exposition, très, très belle lettre, très courte mais très belle, qui définissait Bosny comme un architecte honnête, consciencieux, modeste et habile. Moi, je trouvais que c'était pas mal comme titre, en fait, ça. Parce qu'il disait, c'est peut-être pas si courant, ces catégories-là, dans le monde d'aujourd'hui, de situer un architecte avec ces qualificatifs-là. Le deuxième titre que j'avais, c'est encore plus long. Ça s'appelait Traduire. Donc c'est une sentence, une phrase, enfin je vais dire issue d'une interview de Villanova Artigas, architecte brésilien, dont j'aurai le plaisir de dire quelques mots tout à l'heure, qui écrivait « J'admire les poètes, ce qu'ils expriment avec un couple de mots exigent de nous des tonnes de briques. » Et ça commençait à coller un petit peu à ce que j'avais en tête. Et puis finalement, il y a un mot qui s'est, comment dirais-je, mobilisé autour de ce que je pensais faire, qui s'appelle appuyer, s'appuyer. Alors je me suis dit, tiens, mais dans la langue française, ce mot, il sort d'où? Parce que pourquoi est-ce qu'il m'interpelle? En fait, il est créé en 1080. Et il a deux sens. C'est soit de s'aider, se servir comme d'un appui, d'un soutien. Ça, je pense que l'architecture est fondée sur l'idée de s'appuyer, d'une manière ou d'une autre. Ne fût-ce que par la gravité, on y est à tout coup. Mais aussi, l'autre chose est plus proche de la question de Cédric Libert, qui était faire fond sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est-à-dire vous pouvez vous appuyer entièrement sur lui, compter, se reposer, ou mieux encore, s'appuyer, se baser, se fonder sur
sur quoi, en fait, sur quel espace critique, sur quel espace de pensée. Et c'est peut-être autour de ça que je vais me lancer, en fait, cette idée de s'appuyer. Et donc, si cette réflexion donc, démarre par une photo que je prends en 1988, il y a 6 ans que je suis sorti des études, et je vais avoir 70 ans dans 3 semaines, donc j'ai 2 grands-enfants. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai Jeanne qui fait du cinéma, oui, réalisatrice de documentaires notamment. Mon fils Simon est menuisier. Et donc, me voilà devant une maison que je découvre à Liège. Je ne suis pas natif de Liège, je vais vous l'expliquer dans un instant. Je ne suis pas natif de cette cité, mais je tombe sur cette maison et je suis absolument fasciné par ça. Donc, alors, je me demande pourquoi, si vous voulez. Donc, ce que je vais essayer de vous raconter, c'est l'histoire de cette fascination, pour une part, et comme un élément potentiel de ce qui va générer chez moi une production architecturale dans le temps. Donc la première chose, c'est l'étonnement. Donc je ne comprends pas comment cette maison est bâtie, je ne comprends pas quel est le sens des signes qui y sont attribués. Il y a énormément de questions qui sont soulevées. Et donc peut-être que la première expérience qui va naître de ça, et qui sera un processus que je vais essayer de décrire, sera comment dirais-je, de me mettre à essayer de comprendre et à nommer, passer un temps à m'expliquer, à mettre des mots sur ce que je perçois dans une architecture telle que celle-là. La deuxième chose, ce sera alors, c'est le moteur qui suit évidemment, c'est le deuxième qui s'allume, c'est celui de découvrir comment je peux atteindre une compréhension d'un élément d'architecture. Quand on est dans un texte factuel, on a une compréhension immédiate. Je suis épris de poésie, on ne peut pas dire la même chose d'un texte poétique. Et donc, qu'en est-il notamment de la poétique que je perçois dans cette construction? Aussi, si je vais dans l'espace sémantique dans lequel je viens de puiser, il y a cette idée de s'appuyer, c'est-à-dire de faire d'un état de connaissance un point d'appui pour mener une réflexion. Alors je réfléchissais avec Chantal, mon épouse qui m'accompagne aujourd'hui. C'est un grand plaisir de voyager à chaque fois à nous deux pour venir vous voir. C'est la 2e fois en un mois. Et donc on a fait quelques escapades, j'avoue. Et donc je lui disais, mais au fond, je cherche une icône dans l'art contemporain d'appui. Et je suis sûr que vous pourriez toutes et tous m'aider là-dedans, donc dans la production actuelle, quel serait un artiste qui aurait travaillé sur cette question de l'appui, par exemple. Et puis Chantal me répond, en fait, on pourrait aller demander à l'IA. Bon, je lui ai répondu, tant qu'il y a de l'air qui circule dans mes poumons, jamais j'irai dans l'IA. Ça, c'est infaisable. Et alors, elle a eu une deuxième idée qui m'a fait sourire, vous allez comprendre, parce qu'elle m'a dit, ah, mais il me semble que dans Charlie Chaplin, il y a des scènes où il essaye de trouver ses points d'appui, et bien sûr, il doit se casser la figure quelque part. Pourquoi je souris? Parce que j'avais en tête un autre burlesque, c'est Buster Keaton. Et donc, je vais chercher, après Buster Keaton, je l'amène à la barre sur s'appuyer. Voilà, en fait, j'ai l'impression que cette image, c'est un peu ma vie, en fait. C'est-à-dire, toute la vie, je pense, j'ai voulu m'appuyer sur des connaissances, mais aussi m'appuyer face aux résistances. C'est un métier qui vous attend demain, sur lequel vous allez avoir des tonnes de résistance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce que je vais essayer de développer. Si je vais un pas plus loin, donc je vous ai dit, je vais parler de l'étape des connaissances, c'est-à-dire comment étudier, alors qu'on est sorti des études, comment étudier. Et donc je suis natif, moi, pas du tout de Liège, hein, je suis du sud de Bruxelles. Je regarde ce que je peux faire avec peut-être ceci ou avec la souris, on m'a dit. Oui. Attention parce que je suis nul. Donc mon grand-père, lui, il est né à Gand. Mon père est né à Tournai. Moi, je suis né là, dans le Brabant wallon. Mes enfants sont nés à Liège. Donc je suis près d'un poste frontière.
qui est le Regio, donc, qui brasse à la fois l'Allemagne, la Rhénanie-Westphalie, et à la fois la Hollande. Et donc, à la fin des études, j'ai considéré que j'étais, en matière de théorie d'architecture, vraiment un ignare. J'avais été sous-alimenté, j'avais très très peu de connaissances. Et donc, je vais passer des coups de fil à des amis, et je vais envoyer des lettres à des personnes dont je considère qu'ils ont des connaissances dans le domaine de la théorie. Je leur demande les 10 livres de tête de gondole auxquels ils pensent, et avec ça, je fais faire un tri, un hit parade, si vous voulez, c'est très simple. Et donc, je vais acheter les 10 livres qui sont écrémés par le haut. Ça fait 3500 pages. 6 mois plus tard, j'ai avalé cette bibliothèque. Donc maintenant, j'ai un premier socle de réflexion sur l'histoire de l'architecture, donc de ce qui précède les années où je vais me mettre à travailler. Ensuite, évidemment, une fois que j'ai tout ça, je n'ai rien, puisque vous savez que quand vous voyez une image, vous ne savez rien. La seule architecture dont on peut parler ce soir, c'est celle dans laquelle nous sommes. Le reste est purement spéculatif. Ce sont des images, mais vous n'avez aucune possibilité de tester physiquement les espaces. Donc, je prends ma petite voiture et donc je pars en Europe, alors progressivement visiter. Je n'ai pas fini, mais avec Chantal, on a vu quasi, il reste le Kosovo et la Macédoine. Hein. Mais sinon, le reste, on a donc vu de fond en comble l'Europe. Et ici, on est en 1928, c'est un projet de Hans May, on est à Francfort. Hein, donc après la Première Guerre mondiale, il y a un besoin de logement. Vous savez qu'aujourd'hui en Europe, il y a un besoin de logement de 1 million de logements. Donc c'est une des matières les plus... Vous qui venez de voter, une des matières politiques les plus importantes aujourd'hui, hein, c'est la question du logement. Et donc ici, ils construisent des centaines de milliers de logements avec une petite équipe autour d'Hans May. Et là, il y a un électron libre qui s'appelle Martstam, qui travaille partout en Europe, qui fait des projets d'excellence, mais jamais aux mêmes endroits, jamais avec les mêmes personnes. Ici, je me retrouve à Saint-Pétersbourg, sur l'île Vasilievski. Donc c'est un projet de Mendelssohn, Heinrich Mendelssohn, architecte juif qui va migrer après en Amérique latine avant de se retrouver en Israël dans un kibbutz. Et donc Mendelssohn fait un projet qu'il ne voulait pas montrer en fait. Donc je fouille pour trouver des choses. Et donc là, on est dans les années 80, donc bien avant la chute du mur. Et là, c'est une école en fait, qui a pris possession d'un bâtiment mythique de l'histoire de l'architecture, puisque vous êtes dans un bâtiment de Mies van der Rohe juste avant son exil aux États-Unis. Et on est dans la Moravie tchèque, très très riche, ultra riche dans les années 30. Et c'est une maison complètement mythique. Donc, me voilà dans cette école. Et puis, je fais un petit clin d'œil à Dominique Vigier, puisqu'on a une passion tous les deux pour un architecte allemand qui s'appelle Rudolf Schwarz. Et donc, on a visité, je pense, presque l'essentiel de son œuvre. Une caractéristique de Schwarz, c'est pas seulement que c'est un architecte du doute, mais c'est un architecte qui, à un moment donné, va construire 80 églises en 10 ans. Donc, tous les mois et demi, il sort une église. Et donc, c'est quelqu'un qui va arpenter le doute avec une puissance absolument exceptionnelle. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puisque finalement, ce que je vous propose, c'est d'être le filtre de ces expériences pour un peu répondre à la question qui m'a été posée. Donc, je travaille dans un blanco. Donc, les blancos, c'est des livres que j'ai faits qui sont entièrement blancs. Donc, ça n'a aucune utilité, mais j'ai un cachet dessus. Donc, ça, c'est le chiffre 66. J'ai 10 carrés blancs, donc je suis à 76. Donc, j'ai fait 28 000 dessins. Depuis que je les ai faits à 50 balais, donc il y a 20 ans, vous avez compris. Et donc, j'en ai fait 200 parce que j'en utilise 4 par an. Comme ça, quand j'aurai 100 ans, je verrai sur quoi je dessine, quoi. Ça, c'est mon idée c'est ce projet-là, en tout cas. Après, avec ces blancos, je prends des notes et des notes, et finalement, je mets tout ça dans des tiroirs. Je reviendrai sur des fonds de tiroirs tout à l'heure. J'appelle ça déambulation européenne. Il y a plusieurs milliers de pages. Donc, c'est tout ce que j'écris sur tous les bâtiments que je vois, sur lesquels je dessine, sur lesquels je rassemble des plans. Ce creusement-là, cette piste-là, si vous voulez, européenne, me fait comprendre que ma communauté, au début des années 90, elle ne s'est pas mobilisée autour de la diffusion architecturale. Il faut savoir que le petit royaume dont vous voyez un extrait tout à l'heure, il avait 2 couleurs sur ma carte. Une couleur du nord, où on parle le néerlandais, et une couleur du sud, où on parle le français. C'est un État central comme le vôtre, mais qui s'est fédéré comme la Suisse ou l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, c'est un État fédéral avec une distribution des pouvoirs qui n'est plus du tout centrale. C'est d'ailleurs impossible pour vous de comprendre. Déjà, pour nous, ce n'est pas possible, mais pour vous, comprendre la Belgique politique, c'est tout à fait
au-dessus de vos forces, ça je vous l'assure. Et donc il se fait que dans ce pays, la partie du nord du pays, elle est fondée plutôt sur une identité du terroir, du territoire, tandis que l'identité wallonne, donc plutôt latine, elle est fondée sur les liens. Et donc ce sont des communautés qui travaillent sur des valeurs tout à fait différentes. Ça veut dire que la Flandre a mis tout de suite, à partir des années 80, un coup de boost sur l'architecture comme modèle identitaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut attendre une institution qui s'appelle la cellule architecture en 2007 pour vraiment avoir des marqueurs importants. Ça fait à peu près 23 ans de différentiel, oui. Donc, quand on est architecte indépendant, curieux, qui essayons de comprendre la maison de Louis Bosny et un peu le reste, oui, à ce moment-là, je fonde une ASBL, Non-Profit Association, loi de 1901, association sans but lucratif, je pense que vous avez un pendant comme ça en France, oui, qui me rend libre de faire ce que je veux, et notamment ici, de faire une recherche sur le patrimoine, pas seulement 20e, des 1000 ans de l'histoire de la ville de Liège, puisque Liège est né en 987. Et donc, quand je commence ça, ben, vous avez entendu, je suis au début des années 90, 1000 ans plus tard. Et donc, on travaille pendant 16 années et on fait remonter à la surface 2000 bâtiments qui expriment la continuité de la pensée architecturale dans Liège pendant ces années. Donc, on va finir par sortir en essayant de trouver des moyens financiers. Je passe ma vie tous les jours à chercher du fric pour des idées pareilles. Et donc, on finit par sortir une carte sur le patrimoine de la ville de Liège. La création de la Belgique, c'est 1830. Donc, d'un côté, vous avez la Belgique avant 1830, Liège avant 1830 et après 1830, dans lequel vous avez une cartographie de ces bâtiments pour l'ensemble du territoire de Liège. Donc, de ça, je reviens à Louis Bosny, puisque c'est un peu lui qui était le fautif. C'est lui dont je ne comprends pas. C'est lui qui me fait chercher. Ce n'est pas que lui, hein, c'est beaucoup d'autres gens. Mais sachez qu'à travers lui, je peux faire une métaphore, puisque vous avez la possibilité de voir et le résultat qui est au-dessus, et donc la réponse à la question. Alors, je mets à fouiller. Je prends mes notes, parce que sinon je vais m'égarer, je le sens. Je mets à fouiller en 2021. Vous vous souvenez, quand on se parlait, on avait tous un masque, là. Eh bien, pendant la Covid, chacun a des histoires personnelles sur la Covid. Moi, une partie de mon histoire, c'est de dire, tiens, cette maison qui m'a toujours fasciné, pour laquelle j'ai rien compris et sur laquelle j'ai très peu de documents, très peu d'informations, je ferais bien une recherche. Or, il y avait eu une thèse d'une étudiante, qui a sans doute votre âge, et qui avait fait, pas une thèse, mais plutôt un TFE, travail de fin d'études, donc avec une recherche sur cet architecte. Et c'était assez remarquable. Elle me faisait penser à un écrivain, le seul prix Nobel de langue arabe, c'est Naguib Mahfouz. Et Mahfouz a écrit un livre qui s'appelle Miramar. C'est 6 fois la même histoire écrite par les 6 pensionnaires d'une pension au Caire sur les transformations politiques des années 50. C'est assez édifiant. Et elle, son idée, c'était, elle voyage 3 fois dans le bâtiment, elle réécrit 3 fois une visite qu'elle fait dans le même bâtiment, cette petite maison. C'était fascinant. Donc je l'invite à un comité de rédaction de Fourtou Édition, la maison d'édition qu'on a fondée en 2004. Mais j'avais un petit soupçon il y avait peut-être quelque chose d'intéressant dans le mémoire, mais qui n'était pas développé. C'était une phrase qu'il aurait fait assez bien de logements sociaux. Donc j'invite alors le plus grand expert belge du logement social en tant qu'historien, architecte de formation, s'appelle Jean-Michel Degrave. Et donc je l'invite également, donc on est 5 ou 6 autour de la table pour essayer de voir dans quelle piste, dans quelle voie on pourrait mener ce projet éditorial. Et il se fait que Sacha Boutsen, donc la jeune fille, dit voilà Pierre, moi j'ai un autre projet. Et elle tape sur son ventre. Et là je sais que c'est fini. Elle fait des bébés. Et donc, elle attend des enfants. Et donc, elle dit, je ne saurais pas faire ce projet. Mais à côté de moi, il y a le Jean-Michel Degrave, hein, dans la tablée autour de la maison d'édition. Elle est dans l'atelier, hein, donc c'est une partie intime de l'atelier. C'est la partie réflexive, intellectualisée, veut dire hors des contextes des commandes. C'est la maison d'édition. Et donc, là, Jean-Michel prend le mémoire, on le voit prendre le mémoire, il l'ouvre, le livre mémoire lui tombe des mains. On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je connais ce type. J'ai discuté avec lui, on a discuté d'aviation. Moi, je suis né en Afrique, et lui, il est allé en Afrique à un moment donné. Je ne sais plus pourquoi, dit-il, etc.
je vais vite, fin de la réunion, Jean-Michel devient le chercheur qui va faire le livre. Ok. Donc, peut-être qu'on va étendre le sujet, que la question de la maison va être moins dominante dans le sujet qu'on va traiter. Et donc, pendant 3 ans, on va faire des recherches jusqu'à arriver à atterrir, à monter un projet éditorial, trouver les crédits et publier un livre. Il se fait que pendant ce temps-là, dans les archives de l'atelier, on cède de la place à toutes les archives qu'on récupère de Bosnie, puisque à force de déambuler dans les différents, comment dirais-je, auprès des différents commanditaires qui lui ont permis de faire son travail, on découvre des archives absolument exceptionnelles, dont une partie est exposée ici. Il y a 4 plans sur lesquels j'ai discuté avec certains d'entre vous au niveau de la qualité graphique des plans qui sont en haut, les travails au rotring avec le noircissement derrière, le passage de la lame de rasoir, enfin c'est vraiment un artiste également du dessin. Donc, mais il se fait que, et je vais y revenir dans l'exposé, il s'agit bien c'est la définition même de l'architecte inconnu. Moi, il me faut 8 ans une fois que j'ai vu la maison. C'est seulement en 96, 8 ans plus tard, que je vais savoir que le type qui a construit la petite maison que je vous présente là s'appelait Louis Bosny. Il est disparu des radars complètement. On ne sait pas quand il est né, quand il est mort, enfin, on n'a donc rien. Et puis, va se passer 3 scènes. En gros, les 3 scènes, ça prend 9 mois, et les 3 scènes sont absolument identiques. C'est toujours Jean-Michel Degrave qui m'appelle, et il commence toujours par dire « Pierre, assieds-toi ». Et je dis « Mais pourquoi tu veux que je m'asseye ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ou qu'est-ce que je dois faire ? Assieds-toi, écoute ». Et donc, je m'assieds. Et la première fois, il me dit « Écoute, Louis Bosny, j'ai rencontré maintenant sa famille. Ça fait 3 mois que je travaille dessus. J'ai rencontré ses enfants. Il en a fait pas mal. Il en a fait 4. Et puis après, les petits-enfants. Et donc, il y a plein d'histoires. Mais on a retrouvé tous les documents. Alors, tiens-toi bien. À 17 ans, ses parents sont résistants. Ses oncles sont résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en 1941, j'ai oublié de vous le dire. Il est né en 23. Et donc, en 41, il a 17 ans, et la famille voit ce jeune homme bouillant, plein d'énergie, et ils prennent peur, et donc ils le poussent vers la France. Oui. Donc le voilà parti, il migre vers le sud de la France, et il atteint un endroit qui est au Pays Basque, dans un camp de concentration fait par les Allemands, selon la guerre la guerre civile espagnole 36-39 vient de se terminer. Et donc, il est mis dans un camp de concentration. Il s'échappe avec un paquet de sucre. Donc, retenez bien, il a 17 ans. Et puis, avec le paquet de sucre, il s'en sort et il va à Lisbonne. Là, il rencontre l'armée anglaise, et l'armée anglaise, on lui dit « Mais vous êtes trop jeune ». Néanmoins, on l'envoie à Goma. Goma, au Congo, sur la partie est, où vous savez à quel point les drames sont importants aujourd'hui à Goma. Et puis de là, on l'envoie se former comme paracommando, il arrive au Cap. Du Cap, il remonte, il arrive à Tripoli. À Tripoli, on le met sur des avions. Il frôle les 19 ans. Et là, on l'envoie en Italie, donc Sicile. On le retrouve jusque Bari, dans des missions jusque Bari, donc dans les Pouilles, où il est largueur de bombes, puisque c'est 1943, c'est le premier débarquement. Avant la Normandie, il y a eu le sud de l'Italie, vous savez. Et donc, de là, on l'envoie au Caire, en Égypte, dans l'armée de Montgomery, vous savez, la bataille du désert, Montgomery, Rommel, enfin pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, ce sont des personnages marquants des grands capitaines de guerre. Et donc on le retrouve, mais aussi à Luxor, on le retrouve devant le mur des lamentations, on le retrouve dans toute une série de pays de cette zone. Et puis il est renvoyé en Angleterre, ramené à la bataille des Ardennes en Belgique, il n'a pas de chance, parce que là c'est la dernière offensive allemande, oui. Et puis on l'envoie sur le front à Osnabrück, où c'est le front entre les alliés soviétiques et les alliés occidentaux. Donc voilà, il revient, il a 21 ans, donc je ne connais pas votre âge, et donc voilà ce qu'il a fait 4 ans. Il n'a pas de diplôme, il n'a rien, il s'est un peu dessiné, et puis il se dit, je ferai bien l'architecture. Et l'architecture, en fait, c'est 7 années. À l'époque, c'est 7 années d'architecture. Mais il a des passerelles, parce qu'il est blindé de médailles, de résistants, etc. Et donc, il fait ses études en 3 ans. Il sort presque avec les autres. Il a la plus grande distinction. Et voilà Louis Bosny qui a maintenant 24 ans. Ça, on retrouve tous les papiers de passage à la frontière espagnole ou portugaise. On retrouve Louis Bosny, des photos
quand il est en Afrique où il fait le con. Ça, il a fait le con toute sa vie. Il en est mort assez jeune, à 59 ans. Et puis, on le retrouve devant les pyramides d'Égypte, mais aussi le sphinx, hein, qu'on voit derrière. On voit l'oreille du sphinx, là. On voit aussi un certificat de Montgomery. Donc, on découvre un personnage complètement hors norme qui a cette vie aujourd'hui de devenir architecte. Alors, il devient architecte rapidement. Je me penche sur cette image. On a très peu d'images de lui sur une table à dessin. Et donc, je regarde où j'en suis là-dedans. Oui, je vous montre ça parce que le coup de fil suivant, je vous ai dit qu'il y a eu 3 coups de fil les mêmes, où le Pierre, assieds-toi. Donc Jean-Michel Degras m'appelle, deuxième fois, Pierre, assieds-toi. Et je dis, mais quel est le motif cette fois? En fait, il est partout. Il a travaillé partout. C'est le type qui a fait quasi le plus de logements pour tous, de logements sociaux, de Liège. Et il a notamment fait, ici, vous voyez sur la table à dessin, si vous observez bien, vous avez, avec ma flèche, je vais essayer d'y aller, vous voyez ce bâtiment, on retrouve dans les archives les dessins qui sont affichés dans son atelier, et il fait un ensemble de logements pour étudiants pour l'université. Ensuite, ici, vous avez Lucie Desjardins, donc Bosny est très engagé à gauche, il n'y a pas que des libraires de Saint-Étienne qui vont dans cet espace-là, et donc... ça, c'est Lucie Desjardins. Lucie Desjardins, c'est une femme incroyable parce que c'est la première sénatrice femme en Belgique, 1929. Elle a une compagne et quand elle décède, sa compagne, qui est une Écossaise égarée à Liège, commande à Bosny ceci. C'est un centre pour réfugiés politiques le long de la Meuse. Tout le monde connaît ce bâtiment en fait, mais on ne connaît pas son histoire. Mais revoilà Louis Bosny appelé à la barre. Donc, peu de temps après, il va faire des logements sociaux dans des... Ça, c'est un des dessins qui est exposé ici. Hein, c'est un des plus beaux qu'il ait produit. C'est vraiment remarquable à regarder. Si vous regardez même la manière dont le cadre s'interrompt au-dessus pour les cheminées, enfin, vos yeux peuvent absolument se perdre là-dedans. Et donc, il travaille dans une agglomération de Liège qui s'appelle Flémal. Et Flémal et Grasse-Ologne sont les villes qui titrent... le plus de logements sociaux par tête d'habitants sur un territoire donné. Donc on est dans les banlieues de Liège et Saint-Étienne, vous savez, nous sommes cousins hein, au niveau des industries, au niveau des transferts de compétences, hein, de l'industrie des armements, de l'industrie de l'acier. Il y a eu beaucoup de transferts de compétences entre les deux communautés. Et donc, dans les entités sociales périphériques, autour des usines, comme on dit, vous avez ce travail exceptionnel de Bosny. Après, 3 mois plus tard, voilà la voix chevrotante de Jean-Michel. Pierre, assieds-toi. Et il me dit, j'ai retrouvé, parce qu'en allant dans les fonds à l'université, j'ai retrouvé qui a géré la fin de la gestion d'un hôpital, le plus grand hôpital de la ville de Liège, qui s'appelle l'hôpital de Bavière, pendant que Charles Vadenauve construisait un nouvel hôpital sur les hauteurs, dans un campus universitaire, comme on dit, donc un truc très éloigné des villes, pour lequel on a des doutes, tout le monde a des doutes aujourd'hui sur les universités excentrées. Liège a fait ça dans les années 60. Et pendant ce temps-là, il y a un architecte qui reçoit 27 commandes pour de nouveaux bâtiments à l'intérieur de l'empreinte de la fin du 19e, qui est l'hôpital de Bavière. C'est Louis Bosny. Donc, le voilà dans des constructions hospitalières. Vous avez entendu logement pour tous. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre jusqu'à présent? Les soins. Et à la fin, il va travailler également sur l'enseignement. Hein. Donc, son dernier bâtiment, dont il ne verra pas le jour, il mourra trop jeune, ce sera effectivement une école très progressiste autour de l'université. Donc, il a ici les commandes. Il travaille avec des formes d'une grande radicalité. Par exemple, vous avez compris que ce sont tous des pavillons avec une artère centrale. Hein. Je peux passer ma petite flèche dedans maintenant que j'ai compris comment ça marche. Là, vous voyez, dans cette rue-là. J'ai compris plus ou moins comment ça marchait. Il installe, lui, toutes les connexions, parce que c'est ce qui manque le plus au niveau hospitalier. Il fait une rue très radicale, ça fait penser au projet du Tim Ten, des Smithson, par exemple, et des Anglais, de très très grande qualité. Cette partie-là ne sera pas construite. Par contre, il reçoit une commande qui est l'extension d'un segment hospitalier qui est la dentisterie. Et vous voyez qu'il se met, ça se voit bien dans le dessin, il se met sur les épaules d'un bâtiment des années 30. Et donc, les traits de crayon horizontaux, c'est sa contribution. Ce qui est en dessous, c'est ce qui existe déjà. Et donc, ce bâtiment est de nouveau devenu mythique sur la préservation du patrimoine 20e,
sans qu'on sache que c'est lui, puisque pendant que l'action qui va être menée maintenant, dont je vais parler, personne ne sait que Bosnie a travaillé sur ce bâtiment. Donc le bâtiment va être voué à la destruction, mais l'opposition va être majeure. Et pour la première fois en Belgique, il y a une grève de la faim. Quand quelqu'un s'installe, Alain de Clercq, il est cité dès le départ, le 13 février, là, Alain de Clercq va lui s'enfermer dans une caravane et va faire une grève de la faim très médiatisée pour sauver le bâtiment. Donc revoilà Bosnie, mais cette fois-ci dans des perspectives que lui-même n'avait jamais envisagées, qui était qu'effectivement on allait à travers son travail défendre cette position sur le patrimoine 20e. Une fois qu'on a tout ce matériel et toutes ces recherches de Grave, il va se mettre à écrire et on va publier un ouvrage dans une collection qu'on appelle le dos historique. Vous avez compris, et d'ailleurs moi, en réfléchissant pour vous présenter un peu le sujet que j'avais en tête, j'ai parlé de s'appuyer, mais mon manque de connaissances à la sortie des études, l'absence de culture architecturale diffusée par ma propre communauté faisait que j'ai toujours eu le besoin de pouvoir m'adosser comme créateur, de pouvoir réfléchir et de pouvoir m'adosser à des connaissances. Mais je ne les avais pas, donc je les fabriquais. Et donc j'ai appelé la collection de livres de Fourtou Édition, de la maison d'édition, Dos historique. Ça a commencé par un poids lourd, c'est 3,5 kg, c'est un beau bébé aussi. Et donc qui raconte l'histoire, c'est les feuilles noires que vous voyez ici. C'est un fac-similé d'une revue de l'entre-deux-guerres qui va durer de 1928 à 1939, donc c'est 11 années de revue. C'est une des 6 revues les plus engagées en Europe de l'époque, et ce sont toujours des revues hors des métropoles. Donc c'est jamais des capitales, donc c'est Leve Fanta, Brno, front gauche, c'est la revue des Gatepac à Barcelone, pas à Madrid, et ça pour tous les pays. Et pour la Belgique, ces documents sont remarquables. Ça va me prendre 20 ans pour retrouver les 106 numéros, en faire un fac-similé et développer un appareil critique. Suite à ça, on va publier une série d'ouvrages, ceci sur la Suisse alémanique, ça sur les réseaux d'architecture au centre de l'Europe. Donc c'est plutôt l'idée est d'étendre le champ des préoccupations sur l'Europe entière. Et puis ce livre, Louis Bosny, et vous avez vu qu'on a hésité, on travaille avec une équipe de graphistes, Pierre Gurs et Antoine Lanter, depuis 2006. Et donc on va chercher, vous voyez quand même que la tension politique autour du travail de Bosny est importante, et donc on se dit, tiens, le rouge, ce serait pas mal. Vous avez à chaque fois une note de vert qui apparaît, parce que le vert était la couleur utilisée par la revue L'Équerre, c'était la seule qui se mettait en œuvre. Il faut savoir que la revue L'Équerre est créée par des gens qui ont 18 ans, la revue s'arrête quand ils en ont 31, ils sont alors architectes en chef de l'exposition internationale de l'eau à Liège. Donc c'est des tout jeunes qui font un travail absolument à avoir des frissons partout, tellement c'est magnifique ce qu'ils font. Et donc, nous, on sort cet ouvrage, on engage des photographes, 2 jeunes photographes, la moyenne d'âge c'est 24, un de 22, un de 26. Lui est liégeois, il s'appelle Robin Nissen, l'autre est libanais, qui a quitté son pays vu comment dirais-je, la dangerosité, et donc il s'appelle Naïef Fazimeh. Et ils vont, ces 2 photographes, faire une chose exceptionnelle. Vous avez des photos qui ont été placées ici dans l'expo. Ils vont faire quelque chose qu'on n'a plus fait depuis Picasso et Braque, c'est-à-dire ils signent Robin Naïef. On ne sait pas qui a fait la photo. Impossible de savoir qui des 2. Donc ils développent un mode de pensée qui est extrêmement intéressant au-delà du travail de proximité auprès des habitants, puisqu'ils vont se pencher particulièrement sur la question du logement pour tous. Et puis je me dis, une fois qu'on a ce matériel, le livre est sorti, il fait plus que nous satisfaire, on le traduit en anglais, il est d'ailleurs très très bien vendu en Hollande aujourd'hui, et donc le livre est sorti, mais ce matériel, je vais trouver un opérateur à Liège qui s'appelle la Cité Miroir, et je leur propose de monter une exposition. Par chance, le directeur est en fin de carrière, et il dit, je vais en faire l'exposition de la fin de mon travail de 30 années dans l'institution. Pourquoi ? Parce qu'avec l'architecture, vous savez brasser toutes les matières. Or, c'est un centre laïque, très engagé politiquement également, et philosophiquement. Et donc, tout d'un coup, ce terreau de cet architecte inconnu, comme je disais tout à l'heure, le pendant du soldat inconnu, va le passionner et va porter toute une équipe. Donc, on va monter avec des caisses en carton
le carton étant le matériau du logement de plus bas niveau dans nos rues, hein. C'est celui qui abrite les sans-abri. Et donc avec ce matériau, et vous voyez qu'on voit réapparaître, ça c'est la dentisterie, vous voyez avec sa démolition et une maquette que vous avez dans l'exposition ici. Donc on monte cette exposition, et puis à peine terminée, des amis en France, en Lorraine, à Briey-en-Forêt, donc là où Le Corbusier a créé une de ses 5 cités radieuses, m'appelle pour voir s'il y a peut-être moyen de monter cette exposition. Elle est intransportable. Alors, on se met à rêver. Avant ça, je dois vous parler d'une deuxième chose, c'est qu'une fois que le premier livre est sorti, quand on fait l'exposition, on demande à un écrivain à Liège qui s'appelle Carmelo Viron de réécrire le texte pour un format exposition. Ce n'est pas du tout les, je pense, 500 000 signes qui sont ici, ils ne peuvent pas être mis dans une exposition, c'est illisible. Donc il y a un nouvel ouvrage qui est mis en œuvre, qui sort à 4 € et qui permet alors d'aller vers un public beaucoup plus large, et qui est la même histoire, mais avec une tentation politique beaucoup plus grande, notamment la préface est faite par une personne très importante en Belgique aujourd'hui, qui est la directrice du Centre de la lutte contre la pauvreté, qui s'appelle Christine Mailly, qui est très médiatisée, qui fait un boulot magnifique politique. Et donc, on va plutôt orienter l'exposition avec cette volonté d'extraire plutôt le logement social que les autres domaines sur lesquels Bosny a travaillé. Et après, j'ai fait ce petit croquis pour vous faire comprendre. Je l'ai fait hier soir et j'ai vite glissé dans le truc. En fait, l'idée avec nos amis de Briey, c'est de faire une exposition que j'appelle militante. Après, c'est un gros mot, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, une exposition qui peut rentrer dans une bagnole pour laquelle il faut un permis B, c'est-à-dire ce que vous avez presque tous, j'imagine. C'est-à-dire c'est le permis de base. Je vois qu'il y a des sourires, donc peut-être pas tous. Mais donc, c'est un permis de base, donc il faut très peu de fric pour prendre l'exposition et la faire partir. Ça veut dire que le volume doit être étroit. Et ensuite, l'idée, c'est de monter l'exposition et de trouver dans chaque lieu une manière de poser cette exposition rapidement, puisque ce sont des panneaux qu'on peut poser au sol. Donc ici, j'ai amené ici pour Jessica, pour qu'elle se souvienne encore de tous les dessins qu'on faisait quand on s'appelait par visio, pour monter l'exposition ici au-dessus, c'est-à-dire où je découvrais l'espace simplement par les plans qu'elle m'envoyait, et on essayait de monter le projet, comment exposer. Donc l'idée, c'est bien que l'exposition qu'on fait à Briey pourrait, d'ailleurs voilà le mode d'emploi, j'ai pris aussi un mode d'emploi là-bas, mais donc il y a un mode d'emploi, comment monter l'expo. Donc un peu comme chez Ikea, mais un peu plus sophistiqué, oui, mais c'est la même chose. Donc un système simple. Là, on est à Briey, c'est la construction de la cité radieuse de Briey, hein, la plus pauvre des 5, qui est dans Ras-Forêt. Voilà l'exposition à Briey. Et alors, j'ai fait une petite chose ici, parce que j'ai pas mal discuté aussi sur ça. Donc ici, j'ai fait une petite vidéo, parce qu'en voyant l'exposition et en revenant le lendemain du petit rassemblement qu'il y avait eu avec vous lors du vernissage, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une hypothèse, c'est que, contrairement à Briey et contrairement à Liège, on est quand même dans la proximité de la ville. Il y a des éléments qui vont me résister, vous allez voir, c'est par exemple la porte se ferme quand j'ai pas envie, quoi, hein. Mais n'empêche, je suis têtu, je reviens à la porte. Et donc l'idée, vous allez comprendre, c'est que j'ai ouvert toutes les portes de la salle d'exposition. Il y en a peut-être qui se reconnaissent là-dedans, hein. Oui, bon, d'accord, sûrement d'ailleurs. Et donc, je vais juste cliquer, aller avec mon appareil pour dire que finalement, c'est une exposition qui s'intéresse à la ville, en fait, à toute la communauté urbaine. C'est pour ça que je me demande s'il faut garder toutes les maquettes devant là. Mais enfin, bon, voilà, je vais foutre la paix à votre institution. Mais vous avez compris ce que je cherche à faire avec la petite vidéo qui est là. Donc, quelle opportunité magnifique on a d'exposer une 3e fois, et on est en débat, notamment pour traduire l'ensemble de l'exposition en anglais. Les premiers qui sont d'accord pour monter une exposition, c'est les amis de Prague, donc de monter une exposition en anglais au CCEA à Prague, qui est un centre de recherche sur l'architecture centre-européenne, qui ont un portefeuille de contacts de malades. Donc l'idée, c'est de continuer à tourner et de voir jusqu'à l'usure des semelles de Louis Bosny, jusqu'où on peut avancer comme ça, hein, avec des propos qui peuvent chaque fois être appropriés. Vous avez compris qu'une partie de l'appropriation est faite par des écrivains locaux. Ici, on a 5 plumes merveilleuses qui ont
traiter de la notion d'habiter. Je reviens donc à Louis Bosny après comment dirais-je, cette mobilisation que j'ai pu avoir, qui vient de cette curiosité, qui est de comprendre, mais qu'est-ce que c'est cette architecture? Et donc, j'ai mon petit chapitre suivant, c'est simplement de vous dire qu'est-ce que c'est cette maison, en fait, parce que je ne vous en ai pas parlé, je vous ai montré qu'une chose. Et donc, si j'avance comme ça, vous avez ici une photo aérienne qui montre que la maison, elle est située dans un quartier de coteaux. Hein, vous avez des collines comme celle de Saint-Étienne, enfin, chez vous, vous avez des montagnes un peu plus fortes. Et ce qui est bien, c'est que collectivement, vous résistez au réchauffement climatique. À coup de neige, on s'est tapé un maximum de neige pour venir chez vous. Et donc, mais dans cette rue, vous avez un petit carrefour avec un escalier qui grimpe dans la colline, vous voyez. Et vous avez une parcelle très particulière, triangulaire, avec un tout petit embout. Ça, c'est la parcelle sur laquelle il va travailler. Je vais vous demander de faire un peu moins de bavardage pour m'aider, parce que il faut que je pousse ma voix, sinon un peu plus. Et donc voilà, on retrouve ces dessins avec ce que vous avez déjà perçu, mais vous savez qu'il sait tenir un crayon et une plume, donc le voilà occupé de dessiner ça. Sachez que ce qui est assez fascinant dans la façade avant, c'est qu'elle fait 2,32 m, donc normalement, ce n'est pas utilisable. Et vous allez voir comment les plans vont se déformer, puisqu'on retrouve tous les plans. Donc ici, si je me promène là-dedans, je crois que je vais le faire avec ma main plutôt qu'avec la souris, parce que la souris m'énerve. Donc en bas, il y a une porte de garage, vous voyez son ouverture, elle est mise en oblique, c'est la seule manière de pouvoir rentrer la voiture dedans. Vous remontez par le chemin, puisque vous avez des escaliers naturels, pour revenir dans un hall. L'escalier venant du garage permet d'arriver dans ce hall, avec lequel on va distribuer une série de services avant de monter d'un étage. Je vous invite à regarder ce qui se passe à droite. Sachez qu'en 3 plans, tous les architectes chevronnés de la salle vont soupirer d'aise en entendant ça. 3 plans et vous avez le cahier de charge, le métré, tout, 100%. Il n'y a rien d'autre. Toute la maison est bâtie sur ça. Et donc on voit que tous ces travaux, la plupart de ces travaux, sont faits comme ça. Une fois qu'il rentre dans les marchés publics, il a des cahiers de charge, mais sinon, dès qu'il a du privé, c'est pas ça qu'il fait. Donc là, on se retrouve à l'étage où vous avez une partie jardin et la partie maison. La connexion se fait par l'escalier. Je vais quand même agrandir un petit peu parce que sinon c'est trop petit pour vous expliquer. Mais en gros, la maison ne manque pas d'humour. Et c'est quand même une des caractéristiques de la Belgique, cette histoire de l'humour. Et même en architecture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à l'étage, vous avez quelque chose qui est collé ici. Regardez bien le pastillage. Ça s'appelle salon. Ça s'appelle bureau. En fait, c'est faux. Enfin, ou plutôt c'est vrai. C'est vraiment son bureau. La famille n'a pas droit d'y aller. Or, il a 4 enfants. Il bosse comme un malade de ce côté-là. Et donc, la famille doit se réfugier dans la cuisine. Donc, c'est une vie très, très étriquée. Je vous le prouve. Là, vous avez les deux garçons. Là, vous avez les 2 filles. Là, c'est la chambre des parents. Comme il n'en sort pas avec son lit et le fait de passer, ben, vous avez un pli ici. Vous voyez que le voile ne se poursuit pas, il est plié, c'est uniquement la dimension des pieds autour du lit, donc tout est très étroit. Et la salle de bain, j'en connais peu comme ça, la voilà dans le couloir, totalement installée dans les zones de dégagement en fait, puisque la place partout manque. Donc c'est le titre du livre pondu par Jean-Michel Degrave, et c'est lui qui propose le titre, c'est une sobriété créative. On travaille dans des niveaux d'économie extrêmement élevés. Et donc, si je passe au document suivant, vous avez ici le plan de l'ingénieur, Bagon, un très très bon ingénieur à Liège, qui va faire des bâtiments de génie absolu, quoi, dans les périodes héroïques d'architecture moderne en béton. Et donc, vous voyez que Bosny a une idée, et on n'est pas loin de l'idée de s'appuyer. Si je remonte dans l'image précédente, en fait, il s'appuie sur le bâtiment voisin, et il ne fait, sa maison, ce n'est qu'une poutre, en fait. Et il relie une chose qui existe à ce qu'il conçoit dans une parcelle totalement improbable, sûrement invendable et donc très bon marché, puisqu'il faut savoir que ces enfants, quand ils demandent une glace, ils ont droit à une glace une fois tous les 15 jours. Donc toute la vie de Bosny, c'est une vie d'architecte chevronné, mais qui n'a absolument pas de moyens. Donc ici, il imagine avec son ami Bagon la poutre, les dalles de béton lavées autour, un système d'ouverture qui est totalement le fruit d'une époque
ce sont ces ventelles que vous pouvez faire pivoter. Hein. C'est une manette à l'intérieur qui bouge les ventelles. Vous allez les voir dans un instant. Et le seul, à mon avis, châssis au monde, donc on a vu tout à l'heure un burlesque, hein, c'était, comment il s'appelait encore, Buster Keaton. Il y en a une qui écoute moins, mais non, je blague. Donc c'était Buster Keaton, mais vous avez ici une architecture dans laquelle il cherche toujours des moyens pour solutionner des problèmes et voir expérimenter. Et donc ici, c'est le seul châssis qui ne s'ouvre pas ni comme ça, ni coulissant vers le bas, vers le haut. Ce sont des tiroirs en fait. Et donc il détourne des cornières du système Rob pour pouvoir coulisser et nettoyer ces vitrages simplement en les déplaçant à l'intérieur de la pièce. Les contrepoids, c'est des boules de pétanque, hein, vous avez vu. Hein. Donc, cette maison, avec cette porte de garage, vous avez compris. Sachez qu'il y a des manifestations politiques assez importantes qui se tiennent dans son garage, du Parti socialiste liégeois, non des moindres. Par exemple, André Coll, ce politicien qui est mondialement connu, notamment par son assassinat en 1991, pas loin de la maison d'ailleurs. Donc, André Coll, qui était le fer de lance du PS liégeois. Voilà les photos de la maison avec un arbre qui a pris de l'ampleur et qui est juste magnifique autour de cette petite maison. Je vous montre quelques photos. Voilà les volets pour lesquels des yeux s'inquiétaient de savoir comment ça tournait tout à l'heure. Là. Et donc voilà ces volets qui pivotent, hein, donc, avec un mécanisme intérieur. Voilà les systèmes de rotule qu'il met en place. Les choix des matières aussi qui sont restés toujours pour moi une énigme et qui est devenue pour moi aussi une source de richesse, qui est que j'ai très peu de moralité sur la matière. En fait, toutes les matières m'intéressent du moment qu'on aille aux limites de la matière, c'est-à-dire d'aller la tester au maximum du discours de ce que la matière peut mettre en œuvre. Porte d'entrée, dans la colonne, il parvient à placer l'orifice de la boîte aux lettres. Hein. Quand je parle d'architecture humoristique, on voit Jacques Tati un peu dans sa manière de fonctionner. Hein. Voilà sa boîte aux lettres. Les escaliers qui mènent de la cave, enfin du garage vers les étages. Et vous voyez ce dessin. En fait, avec quoi fait-il ça? En fait, c'est sa matériothèque de vitrage. Donc ça, c'est une photo que j'ai faite pour vous montrer les couleurs. Donc c'est simplement, il fait fournir gratuitement, hein, les architectes ont droit à des protos, hein, donc simplement des découpes de verre. Il demande qu'il y ait ce format-là et il en fait son showroom de vitrage. C'est-à-dire que la sensibilité à la lumière est très élevée aussi. Hein, tout ce qui est... Enfin, il continue à faire des choses merveilleuses avec du petit matériel, son fils. Et puis, de ces observations-là, durant la même période, pendant que les recherches se font sur le plan de l'architecture européenne, sur le plan de l'architecture locale, je vais vous montrer des très vieilles choses, mais qui, pour moi, je soupçonne d'avoir été quand même un peu sous influence. J'essaye d'aller là où ça aurait pu avoir une résonance. J'ai une grande amie, Françoise de Mol, qui est avocate, mais qui travaillait dans des engagements très très importants, notamment politiques, elle travaillait pour des causes perdues, on va dire. Donc elle était aussi fauchée que Louis Bosny, donc c'est pas peu dire. Et elle vient me trouver à un moment donné enthousiaste parce qu'elle veut faire une maison, elle a trouvé un terrain, et donc un petit terrain, évidemment, et puis elle vient et elle me propose son programme, donc on prend rendez-vous, et je l'écoute soigneusement, ce que j'adore faire. Et donc, 1h30 plus tard, j'ai tout noté. J'ai quand même 10 pages de notes avec la chambre d'amis, vous voyez, enfin, tout ce qu'il faut, tous les services, etc. Et puis, j'en viens quand même à, vous l'imaginez, à savoir avec quels moyens on va faire ça. 37 000 €. OK. Je dis... Ne bouge pas, j'ai une idée. Donc je cours au Paqui, je reviens avec une bouteille de vin et je lui dis, écoute, on va boire l'apéro, ça va être formidable, parce que 37 000 €, on oublie, tu vois, c'est juste pas, on va jamais faire une maison comme ça. Ça n'existe pas, une maison à 37 000 €. Et donc on boit un premier coup, et au deuxième coup, je lui dis quand même 37 000 €. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une brouette? On peut déjà mettre des trucs pour 37 000 € dans une brouette. Donc peut-être qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme matériau? Jusqu'où on peut aller? Et je dis, écoute,
je vais faire je vais réfléchir et je te reviens, et j'ai des pistes en tête, mais je reviens avec quelque chose. Et mon idée est la suivante, c'est de travailler sur d'abord la forme la plus économique géométriquement pour produire de la surface, c'est-à-dire le carré. Vous savez tous ce que c'est le cercle, hein. Mais construire un cercle, c'est plus compliqué. Et meubler un cercle, c'est épouvantable. Donc je travaille sur un carré. Ensuite, ce que j'imagine, c'est que ce sera tellement petit, hein, ça fait 6 mètres sur 6 mètres, que tout s'ouvre vers l'extérieur. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur, les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur, enfin tout s'ouvre vers l'extérieur, encore quand elles s'ouvrent, c'est-à-dire, évidemment, c'est point cher, un fixe, donc j'ai un maximum de fixe. Ensuite, quand même, je mets tout son programme, c'est-à-dire j'ai une séquence d'entrée, j'ai un hall. Bien sûr, quand on est dans le hall, nos pieds sont déjà dans la cuisine ou nos pieds sont déjà dans le bureau. Il suffit d'ouvrir les portes coulissantes pour s'en convaincre. Ensuite, vous avez une petite différence de niveau qui dilate l'espace et qui permet d'atteindre par ici une terrasse, là une toilette, là une buanderie. Donc, on a tous les services et à l'étage, on va trouver chambre et sanitaire. Et si je vous montre la maquette, à ce moment-là, vous avez un petit volume, mais remarquez qu'au niveau des fondations, le bâtiment ne va s'appuyer que sur deux, parce que les fondations coûtent cher, que sur deux parties. Et ensuite, ce sont des hourdis qui portent d'un bout à l'autre de la maison, qui créent les dispositifs de volume et qui me permettent alors de faire une maison. Et j'étais aussi assez épris du premier étage d'une maison que Gerrit Rietveld a fait, un architecte hollandais, la maison Schröder, où il y avait une poésie incroyable du déplacement de certains panneaux pour configurer un espace appropriable. Et donc ici, vous avez des éléments, et la maquette aide beaucoup. Vous voyez, vous avez un mur qui est en excroissance. C'est le seul luxe, en fait, parce que j'en ai pas besoin, mais au niveau de la poétique de ce que je voulais mettre en œuvre, j'essayais que des éléments dont j'avais besoin, je pouvais à un moment donné en faire des vraies forces de vie, et donc leur donner une certaine autonomie. Ensuite, je dessinais tout le temps il faut savoir que les 10 premières années de ma vie professionnelle, j'ai mis 10 ans avant de construire une maison. Et donc j'ai mis 11 ans avant d'avoir une première commande publique. Donc j'ai fait, en Belgique, vous avez des commandes, parce que la loi est ainsi faite. On n'a pas la loi en France où vous avez des surfaces en dessous duquel vous n'avez pas besoin d'architecte. En Belgique, vous devez mettre une fenêtre en toiture, hein, il faut un architecte. Donc les architectes belges qui n'ont pas de sous et qui sont très jeunes font des transformations, des réhabilitations, comme vous dites. Nous, on dit transformation. Voilà. Ça peut être des extensions de cuisine. Enfin, normalement, c'est le plus saumâtre de tout. Mais le saumâtre peut devenir un lieu de poésie incroyable, puisqu'on affronte toutes les contraintes potentielles dans des lieux pour des demandes triviales, mais somme toute très agréables. C'est des espaces de cuisine, c'est magnifique de dessiner une cuisine, etc., etc. Donc, moi, j'ai fait 150 projets comme ça en 10 ans. Et je dessinais, je rêvais à des manières de me comporter sur un sol et de faire une maison. Donc ici, j'imagine un terrain, mais c'est tout à fait virtuel, hein, c'est des trucs comme ça, j'en ai des caisses, d'imaginer des principes de construction. Donc un toit qui vient mourir sur le sol, puisque à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'appui. Donc je fais des décaissés et je répartis les fonctions vitales en fonction des qualités de lumière que je peux obtenir ou non. Et il se fait que quelqu'un vient me trouver pour une maison. J'ai été rechercher le budget tantôt 87 000. Je n'étais pas beaucoup plus mieux servi. Et celui-là, quel bandit. J'ai oublié de vous dire que l'autre maison n'a pas été construite parce que cette fois-ci, elle n'a pas tapé sur son ventre, Françoise, mais elle m'a dit « Je suis tombée amoureuse ». Et donc, on n'a pas construit la petite maison. Elle n'a pas eu lieu, cette maison. Celle-ci, par contre, elle existe vraiment. Mais c'est une famille de 3 enfants, donc avec son petit budget. Et l'idée vient de ça que je ressors. Il faut savoir que j'observe beaucoup et je dessine beaucoup les architectures campagnardes, c'est-à-dire les architectures sans permis, les paysans qui font leur truc, ou les abris, vous voyez, qui sont construits spontanément, je vais dire. Et d'une part. Et d'autre part, j'ai été fort sous influence, parce que mes enfants venaient de naître, Simon avait 4 ans, et donc Simon était beaucoup... les parcs d'enfants ont toujours été à côté de ma table à dessin. Oui. Et donc ici, Simon s'émancipait de son parc, il avait 4 ans, et donc il allait fouiller dans ma poubelle, puisque je faisais des maquettes à longueur de journée, j'adorais faire ça.
Et puis, et après, les modélistes à l'atelier, quand on est arrivé à 20 personnes, on faisait 300 maquettes par an, donc à la charge maximum. Donc, vous voyez le nombre qu'on en fait par semaine, hein, c'était beaucoup. Mais donc, ici, il me sort un papier plié. Et j'étais dans un espace cornélien avec mon plan que je vais vous montrer. La coupe, vous la connaissez, c'est presque celle que je viens de vous montrer, la coupe théorique. Et donc, dans mon plan, j'avais une difficulté parce que j'essayais de tout faire tenir entre deux rails. Obsession formelle, comme on en a tous, hein. On est tous névrosés de la forme, hein. Il faut juste savoir quelle forme de névrose on a, mais sinon, névrosé, on est sûr, on l'est. Mais donc, ici, il y avait mes deux rails constructifs dans lesquels je pouvais mettre la salle de bain, une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Là, c'est un vide, un meuble qui sert d'escalier, et en dessous, le hall d'entrée, et je ne parvenais pas à caler le salon. Et Simon, avec ses petits doigts musclés de 4 ans, en pliant le carton, m'a fait dire, au fond, formellement, ça m'intéresse, je vais investiguer ça. Donc, on a bâti la maison également avec cette pensée-là. Sachez qu'il y a une particularité à la maison, c'est que c'est une 4 façades, les châssis sont en bois, et le climat rude d'aujourd'hui, par exemple, peut m'aider à illustrer ceci. Vous avez, en Belgique, les vents dominants sont sud-ouest, donc les châssis qui étaient à l'ouest, les profils des châssis, parce que je dessinais entièrement les profils, n'étaient pas du tout les mêmes qu'à l'est, parce que je n'avais pas du tout les mêmes pressions. Ça ne servait à rien de faire un triple frappe à l'est, parce que là, je n'ai pas d'eau. Donc les profils des châssis sont différents selon les façades. Donc voilà, c'est des vieilles photos pourries, mais ce qui est assez intéressant, moi j'étais assez amateur, vous voyez, du voisinage là, immédiat. Il y avait cette poésie des campagnes que j'adore, avec des collages, on dirait Rauschenberg, enfin c'est vraiment fantastique comme architecture pauvre mais intéressante. Ici on est, le troisième petit bâtiment que je vous montre, c'est toujours une maison, et c'est une maison qui va se faire sur des maquettes en fait, pas du tout avec des crayons et un... Il faut savoir qu'un PC, je ne sais même pas faire un trait, hein, je n'ai jamais fait de ma vie, hein, je dois vous le dire. Mais donc ici c'est des maquettes, et en gros mes clients dans le genre oxymore, mais les oxymores et les paradoxes c'est d'une matière foisonnante pour créer en réalité. Les certitudes c'est le poison, il faut voir quels sont les interstices pour faire monter la puissance de vie quelque part, en tout cas pouvoir l'observer. Et ici, lui voulait vivre en ville et elle à la campagne. Et ok, super. Donc ils achètent un terrain avec une forte déclivité, qui est une ancienne carrière à ciel ouvert du XVIIIe siècle, où on allait chercher le charbon en l'extrayant au fur et à mesure par le sol. Les femmes portaient, les nanesses, quoi, elles portaient un cabas sur le dos, hein, avec les agrégats pour monter sur le terril. Et donc chacun avait ses missions. Mais ici, finalement, l'obsession de la campagne était aussi d'avoir le calme. Donc j'ai dessiné, la première chose que j'ai tracée, c'est un grand mur pour stopper le bruit en fait, et même couper l'angle pour aussi stopper le bruit. La voirie est dans la partie inférieure de l'image. En faisant ça, j'avais un mur anti-bruit, et derrière, je pouvais commencer à amonceler un projet, de nouveau très limité financièrement. Et ce qui m'a aidé, c'est deux choses. C'est à la fois une géométrie et à la fois du mobilier. La géométrie, c'est celle-ci, c'est de faire un trapèze dans lequel la petite base, hein, petite base, grande base, la petite base comporte les déplacements les plus courts, la grande base, le maximum de pièces. En faisant ça d'une part, et d'autre part en dessinant un mobilier et en les convainquant, parce qu'il fallait les convaincre que tout le mobilier qu'ils avaient, si on devait le placer dedans, ils n'avaient pas les moyens de le faire, donc certains mobiliers allaient être placés dehors, ça les a convaincus. J'ai redessiné un meuble recto-verso, c'est-à-dire qu'il y a autant de faces atteignables d'un côté comme de l'autre, et avec ça, on a pu raccourcir de près de 4 mètres le volume. Et donc, c'est ce qui a donné alors l'écriture de cette maison, si vous voulez, hein, avec les accroches au territoire qui m'intéressent, mais avec le regard d'aujourd'hui et suite à la question de ce bandit de Cédric Libert, je me rends compte qu'il y a peut-être quand même des choses liées à l'étonnement qu'avait procuré la maison de Louis Bosny sur ce travail. Dans ce travail-ci, en matière de s'appuyer,
On est au sud de Bruxelles. Vous avez, dans le genre, je parlais de névrose, en voilà une autre. Hein, c'est une manière de gérer le territoire, hein, par des parcelles et des petites maisons isolées sur les parcelles. Mais donc, dans cette parcelle du sud de Bruxelles, dans une des régions, une des parties les plus chics et riches de Bruxelles, des clients m'appellent, enfin des personnes m'appellent pour me demander de faire une maison. J'avais déjà construit la maison d'un frère, de la mère, et ça c'est la sœur qui m'appelle. Ok, mais je ne les connaissais pas. Hein. À chaque fois je découvrais, je ne connaissais pas cette famille en fait. Mais donc elle me dit, voilà, on vous connaît par ma mère et par mon frère, mais on a trouvé une maison dans ce quartier moche. Enfin vraiment on la trouve vraiment moche, quoi. Donc et on a peur d'acheter cette maison. Est-ce que vous pourriez... donc ça ressemble à de l'architecture qu'on fait sur la côte belge en villégiature comme ça. Hein. Mais bon, moi vous avez compris que mes valeurs morales ne sont pas de cet ordre-là, donc moi j'y vois aussi des qualités. Enfin voilà. Mais en tout cas, je suis attentif à ce qu'ils disent. Et le fait que j'y vois des qualités va jouer un rôle. Pourquoi ? Parce que je vais proposer singulièrement sur la parcelle, si je remonte 2 minutes comme ceci, la parcelle, je cherche après rue de la Pinède, donc la parcelle, c'est celle-ci, et la maison est accolée à l'ouest. Et donc les extensions que vous avez vues sur la photo empêchent tout développement du soir. Donc la position sur le terrain n'est pas du tout qualitative. Donc je vais proposer de démonter 2 choses. 1, l'annexe latérale gauche, et 2, de couper la partie haute, les chambres, et de les poser à côté. Ça, c'est le projet, j'ai quasi fini. Donc, je vais mettre à cogiter en rouge, c'est le bâtiment d'origine, oui, ce qu'on garderait du bâtiment d'origine. Et en bleu, je vais être inspiré par 2 choses. Des plans de Piet Mondrian, des dessins de Piet Mondrian, des peintures plutôt, architecte du Stijl, donc qui travaille avec des traits noirs qui sont en fait infinis, des tracés, une maille, relativement aléatoire avec les couleurs fondamentales et sur lesquelles il découpe sur cet infini des tableaux. Donc il en prélève des parties. Et j'étais intéressé de prélever, de me dire que mon plan était un prélèvement du monde, en fait, d'un territoire large. Du monde, c'est quand mon col me serre un peu, là, mais non, d'un territoire relativement large. Et donc, c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'étais très intéressé par des films que j'avais vus dans mon enfance. Pour les plus âgés, ça s'appelait Les 5 dernières minutes, et donc dans lequel il y avait un inspecteur, et quand j'avais 4-5 ans, c'est des films noir et blanc, l'inspecteur, à la fin du film, il passait du couloir à son bureau, et la caméra passait à travers le mur, à travers la cloison. J'adorais ça. Je disais, mais comment, quelle magie incroyable. Et je me suis dit, est-ce que je peux faire ça en architecture ? Est-ce que je pourrais faire ça en architecture ? Et en fait, j'ai essayé de faire ça. Donc, les traits qui vont dans un sens, hein, les traits verticaux qui vont dans un sens, ça, c'est des séquences longues. Donc, par exemple, j'ouvre la porte, je vois à l'opposé. À travers les baies de l'ancienne cuisine, et là-bas, je vois en travers. Tandis que dans l'autre sens, tous les points de passage, vous voyez, c'est les petits traits de crayon rouge qui sont un peu partout, ce sont les points de passage. Là, rien n'est jamais en phase. Donc, dans l'autre axe, vous avez toujours des ruptures de plan. Après, le cercle est complètement exclusif de son environnement. Donc, je me mets à douter du cercle. Donc, me voilà occupé de faire des plis. Et pour installer la chose, vous voyez la maison ancienne, c'est les grilles le plus sombres. Sur la droite de l'image, c'est le dépôt des fonctions qu'il y avait à l'étage, c'est-à-dire les parties nuit. La voilà couverte. Donc, finalement, j'emballe le tout. Ici... l'idée aussi au niveau photographique, c'est je confie la photo à Marie-Françoise Plissard, une photographe qui a eu le Lion d'or de la Biennale de Venise en 92 je crois, ou 2002, je ne sais plus. Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des photos pendant 4 mois. Donc, les photos, ce sont des abouttages photographiques. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes saisons, ce n'est pas les mêmes moments. Elle revient 4 fois en 4 mois. Et par exemple, il y a une petite fille qui apparaît parfois dans l'image, ou un petit garçon. Et parfois, il apparaît 2 fois. Il n'a pas le même âge sur la même image. Oui, donc l'idée, c'était de faire un aboutage et un travelling. Donc, par exemple, vous avez cette photo frontale. Je vais rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer la photo suivante. Vous allez comprendre. Je suis donc rentré dans le bâtiment et je photographie ce qui est de l'autre côté du couloir. Le couloir et ce qui est de l'autre côté du couloir.
puis je vais dans le couloir, je me retourne, je repars dans l'autre sens, une fois, deux fois. Donc j'ai bien fait des travelling, si vous voulez, oui. Après, c'est tellement excitant ce projet que je me mets à photocopier et à mettre dans mes blancos quand je suis en train, je me mets à dessiner quelque chose. Et on avait visité une exposition de Ed Ruschka, notamment cet artiste nord-américain qui a fait énormément de livres basés sur la photo, qui sont exceptionnels. Et j'étais fasciné par ces montages de livres. Et finalement, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être faire un bouquin sur ça. Et c'est ce petit livre-là. Au début, je faisais des micro-formats que tous les libraires me détestaient sur mes micro-formats. Mais bon, mais m'aimaient bien par ailleurs. Mais donc ici, le livre, si vous voulez, s'ouvre comme ça. Vous avez alors le pitch de l'ouvrage. Ensuite, si j'ouvre, ben, je vais tomber sur les photos, je le prouve, les voilà. Et vous pouvez, bien sûr, je ne vais pas y arriver, mais vous pouvez trouver les photos correspondantes. Ce n'est pas le cas dans mon exemple ici. Et puis, vous avez d'un côté tous les plans de construction et de l'autre côté, vous avez toutes les maquettes de recherche, les pourquoi, les comment, une référence ici à Aldo Van Eyck, pavillon de Sonsbeek, où il avait travaillé sur ses échappées d'un côté et ses interdits de l'autre. Oui. On en est où? Ok, j'accélère le rythme. Ok. Je vous montre un dernier bâtiment. Il m'en reste deux. Une petite maison, je vais vite. Là, je suis fasciné à un moment donné pour résoudre une équation complexe dans comment dirais-je, dans la banlieue de Bruxelles, la banlieue flamande. C'est ma première maison en Flandre. Il y a un carrefour. Je trouve que le carrefour est mal géré. Et alors qu'il reste une parcelle, j'essaye en l'occupant de gérer, d'organiser le carrefour. En fait, à chaque projet, je pense qu'il est bon et nécessaire, quand bien même c'est le plus humble et le plus privé des projets, hein, même le plus petit, de voir en quoi on peut apporter, à travers ce projet, des valeurs et résoudre des équations qui dépassent le champ de la parcelle et des personnes pour lesquelles on travaille. Donc c'était le cas ici, je voulais résoudre ça. Et ces gens c'était un couple sans enfants qui avait déjà une soixantaine d'années et qui avait un chat qu'ils adoraient. Et donc j'ai essayé de trouver... Ma première idée quand j'ai vu ce terrain me demandait une espèce de gymnastique de bâtiment. C'est-à-dire je ne parvenais pas à trouver avec un seul geste quelque chose de très simple pour résoudre cette question du carrefour, du relais par rapport aux autres maisons, etc., voire à la tradition paysagère locale, enfin tout ce qui m'intéresse. Et dès lors, je m'étais dit peut-être le chat. Si je faisais une maison qui se plie, parce que alors la tête du chat pourrait regarder le paysage, une partie du paysage qui est classée pour 50 ans, il y avait une zone classée, le reste c'était de la banlieue, donc un tapis de petits objets individuels, hein, la Belgique fait ça très bien. Et donc ici on a Lina Bobardi, la maison Cham Cham, à Salvador de Bahia, où elle va faire cet exercice de pliage. Et je me dis, mais quelle liberté, est-ce que je pourrais faire quelque chose comme ça? Et donc, je vais me mettre à dessiner une maison qui va s'articuler avec deux volumes qui s'interpénètrent et font ce geste dont je parlais. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'on voit les oreilles du chat. J'ai finalement fait, vous voyez, le cat-œil, c'est en flamand, c'est la maison chat. Hein, mais donc, ici, comme c'est aussi la première que je fais en Flandre et que la Flandre possède un atout sur la Wallonie, c'est qu'ils ont la mer. Vous voyez sur la bande en bas à droite, là, je l'agrandis, ben, j'ai le niveau de la mer que j'ai fait fabriquer des carreaux, dont un designé pour... donc je suis 57 mètres 57 au-dessus du niveau de la mer pour le trait du carrelage, oui, qui est à l'extérieur. Et là, on a l'autre partie donc, qui s'adresse au carrefour lui-même et qui tient compte de toutes les connexions urbaines, si vous voulez. L'intérieur, enfin, c'est secondaire dans ce que je veux dire. Dernier projet, cette fois-ci, je suis dans une dimension publique. C'est un musée à Mons. Mons est une ville de garnison. Et donc, ils avaient un périmètre de rempart extrêmement important. La largeur des remparts était telle que quand on a démonté les remparts, la surface des remparts était la même que la surface intramuros. Je ne sais pas si vous mesurez, c'est incroyable. Donc la surface abritée
son pendant en termes de surface, c'était le rempart lui-même. En démontant les remparts à partir de 1880, hein, ce qu'on a fait en France, un peu partout en Europe, donc on a installé les fonctions, les dimensions publiques, donc prison, gare, école, et une machine à eau, c'est-à-dire amener l'eau courante à partir de 1861, au lieu d'aller au puits le matin, de casser la glace, ce que tout le monde fait, hein, vous le savez bien. Mais donc là, l'eau arrivait au robinet, quoi, chez soi. Machine à eau. Et donc là, on nous demande, un concours est élaboré auquel on contribue avec nos idées. Et là, ce sont toutes les recherches, parce qu'il nous était demandé de mettre dans ce musée, d'utiliser la machine à eau pour les fonctions nobles de l'exposition. Malheureusement, une exposition, dans ce cas-ci, ça s'appelle le Mons Memorial Museum, c'est-à-dire c'est basé sur la Seconde Guerre mondiale et l'Interbellum, hein, qui est finalement une guerre presque civile européenne de 25 ans ou 30 ans de longueur, demande une muséographie dans un espace industriel très ouvert, c'était le cas de la machine à eau, c'était impossible. Donc on va plutôt ajouter de part et d'autre de ce volume, de ce corps, d'autres parties. On les voit sur la droite. On a une exposition permanente où on va en permanence monter, donc passer de la Première Guerre mondiale, arriver à l'Interbellum et remonter dans la Seconde Guerre mondiale pour revenir sur l'espace central, tandis que dans l'autre partie, on va trouver les salles d'exposition temporaires, les services, les bureaux. Donc, ce pli-là, cette autorisation de pli, si vous voulez, dans la logique que j'essaye de développer avec vous ce soir, fait partie de ces caractéristiques d'observation et d'assouplissement d'un travail de conception qui n'est pas dogmatique du tout, si je peux dire. Donc voilà quelques documents pour vous faire comprendre ce qui se passe aussi avec l'eau. En fait, je rejette toutes les eaux chez le voisin, c'est-à-dire il y a un petit étang à la Banque nationale, on a négocié avec la Banque nationale pour rejeter les eaux. Donc, je termine avec ça. De ceci, je vais vous parler d'un dernier sujet. Je vous avais cité une phrase de Vilanova Artigas, un architecte brésilien, tout à l'heure. Et en fait, dans la maison d'édition, on a une collection qu'on appelle Fond de tiroir, mais il y en a une autre qui s'appelle... une collection qui s'appelle Dos historique. Celle-ci s'appelle Fond de tiroir. Alors, dans cette collection, on sort des textes, si vous voulez, que les architectes planquent dans leur tiroir. En fait, il y en a tout plein qui écrivent, il y en a dans cette salle, mais qui pour autant ne publient pas. Ce sont des textes de nécessité. Je vous donne un exemple. Un architecte est écrit par Olivier Verdic. Olivier Verdic a travaillé comme architecte pour moi sur le musée des arts contemporains au Grand Ornu. C'était l'architecte d'opération qui suivait le chantier. Olivier a écrit des pamphlets d'éprogiens, donc à la fois cynique et drôle, hein, de manière infernale. Il était tellement dévasté par son métier qu'il a arrêté sa vie. Et donc, des textes comme ça, en Europe, il y a des choses incroyables. Je vais publier des textes de Friedrich Weinwurm, donc un architecte juif slovaque qui va monter dans un train en 1942, qui va disparaître. Il a écrit des textes très engagés politiquement, et donc on va publier ça. On va publier les textes de Cantacuzino, un architecte roumain de Bucarest, qui va faire également de la prison, lui, et qui va finalement sortir, à sa sortie de prison, il est déchu de tous les droits, mais des architectes vont lui donner accès à des commandes pour qu'il puisse vivre, et il va écrire 15 lettres à un de ses amis à Londres, qui sont des textes sublimes. Donc, on a une collection qui s'attache aux écrits des architectes. Et je suis contacté du Brésil, de Sao Paulo, par la famille de Vilanova Artigas, donc un des deux plus grands architectes brésiliens. On connaît très très bien Oscar Niemeyer parce qu'on connaît Brasilia, hein, qui a fait sa renommée. Et Artigas a créé une œuvre d'une profondeur exceptionnelle. Et donc, on me propose de faire des traductions de ces textes. Et je pense tout de suite à cette collection Fond de tiroir. Voilà la Pléiade. Et je voulais vous lire un tout petit extrait qui est ici. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, il va me manquer de temps. L'idée, si vous voulez, pourquoi je vous montre la Pléiade? Parce que la Pléiade, c'est un industriel de l'édition français qui s'appelle Gallimard, qui valide les lettres françaises, en fait. Et donc, c'est ça qui m'intéresse avec la publication que je veux faire sur Artigas. C'était déjà le cas avec Bosny, c'est-à-dire de trouver, à travers les mots des architectes, des légitimations, comment dirais-je,
de référence en matière de pensée extrêmement élaborée. Et donc, un Pléiade, c'est rassembler l'ensemble des textes, et quand je reçois la demande de Sao Paulo, de la Fondation et de la FAO, donc de l'ENSA de Sao Paulo, si vous voulez, hein, en fait, je refuse la demande en disant « ça ne me suffit pas, je veux publier, trouver tous ces textes ». Et donc, depuis 2 ans et demi, on rassemble les textes. On est aujourd'hui à la traduction de 1 million de signes, donc on va sortir une œuvre très importante, mais basée sur les textes d'Artigas. Voilà un dessin qu'il fait sur ce qui va représenter son chef-d'œuvre, c'est-à-dire la FAO. La FAO, c'est l'Institut d'architecture de Sao Paulo. Sachez qu'à l'extérieur, vous avez quelques colonnes qui tiennent un voile totalement opaque, à l'intérieur duquel des rassemblements politiques majeurs au Brésil, puisque vous savez que le Brésil a subi une junte de 64 à 85. Donc, c'est des mouvements estudiantins qui vont se développer. Cet institut d'architecture, en plein Brésil, en plein cœur de Sao Paulo, n'a aucune porte. Donc, on entre librement, on sort librement. Il n'y a aucune porte. Donc, l'acte politique d'Artigas est très fort. Artigas va, en 64, dès la junte, le 3e jour, il est déjà arrêté, il est le 3e arrêté, donc sa puissance politique est très forte, ses interpellations politiques sont sublimes. Il va partir en exil parce qu'il va être incarcéré 12 jours, mais il y a toute une série de mandats qui pèsent sur lui. Il sort du Brésil, il arrive à Montevideo, il déprime comme un dingue, et plusieurs personnes vont commencer à lui commander des travaux. Donc, notamment ici, un client qui lui demande une maison. Cette maison est inouïe. Vous voyez les 2 traits noirs, c'est un peu comme une nappe. Vous voyez, une nappe qui se replie assez bas. La maison est totalement protégée. Voilà les façades latérales. Vous n'avez quasi pas de percements. Les percements sont au bout. Voilà le volume. Revoilà le volume extérieur. Et à l'intérieur, vous avez toute la liberté protégée. Vous avez le paysage réintroduit à l'intérieur. Donc, la force d'Artigas va être, et c'est ça, je bouclerai là-dessus, et qui m'impressionne et sur lequel je m'appuie véritablement dans ma recherche aujourd'hui, tant vers l'architecture architecturale que l'architecture éditoriale. On a retrouvé, par chance, au début de l'année dernière, les archives du KGB de la junte, ça s'appelle la DOPS, ont été libérées, et donc on a retrouvé toutes les archives politiques d'Artigas qu'on publiera également dans ce livre. Le voilà à sa table à dessin, et c'est sur cette thématique que je termine. Donc Artigas a à un moment donné essayé, à la fin de sa vie, de nommer ce qui était la chose la plus politique pour lui en matière d'architecture, et il a donné une conférence à un moment donné qui s'appelle Le dessin. On a retrouvé d'ailleurs tous les écrits, on publiera les facsimilés de cette conférence. On est en 1967 quand il publie cette conférence. Il est alors revenu, il est encore en exil intérieur. En 68, il va refonder son bureau au Brésil. Mais donc, il écrit une conférence qu'il ne donne pas, qui est lue par les étudiants, qui est la rentrée académique de la FAO, donc de l'ENSA locale, oui. Et donc, dans lequel il va pointer la question du dessin. Et il écrit, je déteste lire des trucs qui sont devant vous, mais je vais quand même le faire aujourd'hui, une exception. Le dessin, dit-il, en tant que mot, véhicule un contenu sémantique extraordinaire, qui correspond à un miroir où se reflèterait toute la spéculation autour de l'art et de la technique au cours de l'histoire. Il ajoute, le dessin est aussi un langage. Et en tant que langage, il est accessible à tous. De plus, dans chaque homme, il y a le germe de la création, racine commune de la société humaine. Et enfin, la discorde entre technique et art, qui est une question que vous allez aborder en permanence si vous poursuivez ce cheminement, prévaut jusqu'à nos jours. Elle disparaîtra lorsque l'art sera reconnu comme langage des dessins humains. Il appartient aux artistes de comprendre ces dichotomies et de la surpasser. En réalité, ce qu'il dit là, c'est de dire à quel point créer est un acte politique, en fait. Et donc, vous vous souvenez de ce titre dont j'ai parlé tout à l'heure, « J'admire les poètes parce qu'avec un couple de mots, ils font de la poésie et ça nous demande à nous des tonnes de briques. » Donc, c'est une phrase qui serait peut-être le titre de ce livre. Je vous montre les schémas de l'ouvrage qu'on prépare. Et donc, dans cette position-ci,
je voudrais vous lire ce texte que j'ai écrit il y a très très longtemps, mais qui était dans le catalogue de la Biennale de Venise quand j'étais dans le pavillon belge en 1996, qui est celui-ci. Donc, je vous demande de faire un tout petit peu silence sur ça, comme ça va m'aider. L'architecture est la représentation intrinsèque de l'homme. Cependant, la plupart du temps, elle n'est porteuse que de son époque. Elle ne prend aucun risque, elle se vend, elle s'assure. L'architecture contemporaine est une architecture qui a peur, qui a la prétention d'inventer dans un domaine où l'essentiel des formes ont été produites anthropologiquement, logiquement. L'architecture traditionnelle se ment car la tradition se dérobe. L'existence ne peut révéler qu'elle-même, que la conviction ultime d'elle-même, et toute traduction plastique réductrice de ce principe réduit l'homme. Je vous remercie. Merci bien. Merci. Merci. Merci bien. Merci. Bien, on pourrait peut-être, je sais que c'est toujours très difficile, vu votre usure par rapport au temps, mais de poser peut-être quelques questions. Enfin, je ne sais pas si parmi vous, les gens curieux de faire un contrepoint à ce qui vient d'être dit. Je souhaiterais d'abord vous remercier parce que je trouve extrêmement important de diffuser cet art qu'est l'architecture, cet art et cette technique qu'est l'architecture, parce que c'est très difficile à comprendre, effectivement, et qu'il y ait des éditeurs architectes comme vous qui tentent d'ouvrir ces connaissances, me semble vraiment hyper important, parce que le public français, par exemple, ne comprend pas l'architecture, le grand public. Et on n'est pas obligé en France de demander un architecte pour construire quelque chose de très petit. Et donc, il y a un manque énorme dans notre société française. Et il y a des pays comme le vôtre où c'est différent. En Espagne, c'est différent. Et les gens accueillent très facilement un mélange de contemporanéité dans le moindre village qu'on trouve en Aragon. Il y a de toutes sortes d'architecture. Barcelone est un très bon exemple. Et moi-même, j'ai dû l'enseigner et j'ai dû vraiment chercher tout le temps de quoi alimenter et comment faire visiter à mes étudiants les éléments de l'espace, tout simplement. Donc, je trouve que vos éditions, c'est assez incroyable et je vous en remercie beaucoup. Il y a peut-être deux notions à dire sur ça, parce que je vais m'adresser aux étudiants. Je vais rebondir vers les étudiants, vers vous autres, les plus jeunes. C'est-à-dire, je pense que la liberté de créer, elle appartient à la liberté de nommer les choses. C'est-à-dire, ce que vous ne savez pas nommer, vous en êtes prisonnier. Ce que vous ne comprenez, quand vous aimez un bâtiment, vous êtes sensible à un bâtiment, qu'il soit connu ou non, globalement on s'en fout en fait. Votre trésor, il est d'abord et avant tout certainement ontologique. Il est lié à vos familles, à vos lieux où vous êtes nés, à des expériences parfois même tragiques, mais qui font le tissu spatial qui est le vôtre. Et il est totalement spécifique. Donc le fait qu'on développe des cultures et qu'on se raccroche à des espaces très diffusés, par exemple, à des médiatisations à outrance, c'est plutôt des obstacles plus importants pour vous que des facilités. Et donc, c'est assez intéressant de pouvoir nommer vos relations à l'espace, de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir les exprimer. Et ça, vous allez avoir alors un tissu, un outil à votre disposition avec lequel vous allez pouvoir créer le deuxième volet. C'est une fois que vous aurez cette identité et cette capacité de produire ça, vous aurez une capacité d'échange avec l'autre qui aurait la même capacité. Donc vous pourrez échanger des notions d'espace et votre spectre de réflexion spatiale va augmenter. Vos principes structurels vont s'épanouir. L'absence de lumière ou la force de lumière ne seront plus caricaturaux. Vous allez chaque fois trouver les connexions par rapport
à la commande, qui est quand même le moteur initial de tout. Ça, c'est le premier élément que je voulais dire, c'était nommer sur la base de votre question, enfin votre appréciation. La deuxième chose, c'est, puisqu'on met mes deux jambes sur cet endroit, j'en profite pour parler de mes propres convictions. Je me suis éloigné progressivement de tous les idiomes architecturaux et progressivement également des idiomes visuels, c'est-à-dire de plus en plus je suis éloigné des arts plastiques dans mon travail et je me suis rapproché de deux endroits, les aspects fondamentaux de la structure. Donc la structure pour moi est devenue l'aventure première, je vais dire ça comme ça. Et la deuxième chose, c'est attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est la puissance narrative exceptionnelle de l'architecture. C'est que l'architecture raconte, l'architecture est une langue avec laquelle vous développez les champs émotionnels, mais dans des espaces extraordinaires d'opportunités. Et donc, je me sens tous les jours un peu plus un griot, si vous voulez, qu'un plasticien. Je me sens plus proche de la question de l'écriture, de la littérature. Je suis sous influence des écrivains, c'est-à-dire j'étudie leurs méthodes. Je suis fasciné par Flaubert quand il met en place sa technique du gueuloir. Vous savez que Flaubert hurlait ses poèmes la nuit, enfin, la maison où il habitait était éloignée d'autres, tant mieux pour lui. Mais donc il hurlait son travail parce qu'en le hurlant, il prenait de la distance sur sa production. Un des endroits où on peut faire avancer un projet, ce n'est pas en étant tout le temps dessus, c'est en trouvant un artifice, parce que le temps manque en architecture, le temps manque très fort, c'est très complexe et donc il manque toujours, vous qui êtes dans des exercices en permanence dans votre formation. Et donc comment on se décolle de ce qu'on met en œuvre de telle manière à ce qu'on puisse le renommer et le revoir autrement. Vous connaissez cette incroyable nuitée où, entre chien et loup, Kandinsky rentre dans son atelier. Ces peintures réalistes qu'il faisait encore réalistes à l'époque lui apparaissent, elles sont placées à l'envers parce qu'il est parti rapidement, et en les regardant, il regarde les rapports de force et de lumière et de couleur, et il dit « je n'ai plus besoin de sujet, le sujet est la peinture ». Il crée les énoncés, c'est une des voies de l'énoncé de l'abstraction. Donc il faut que chaque fois qu'on fait un exercice de création, on ne soit pas dupe de nous-mêmes, et donc qu'on ait cette capacité de réinsuffler du vivant, et pour ça les mots sont précieux, oui, les mots sont précieux. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant, Marielle Toulz. Et en fait, en voyant cette photo sur laquelle vous terminez de Buster Keaton, et moi je l'ai, et en regardant les autres images que vous nous avez proposées, puis c'est bien, je vais pouvoir me cacher derrière vous, parce que comme vous avez dit que c'était que des images, on ne pouvait que se projeter, et on ne pouvait pas les éviter, donc si je dis une bêtise, je peux me cacher derrière. Il me semble que le point d'appui, il est pris sur un déséquilibre. Et j'avais l'impression de retrouver ça aussi dans Bosny, quand vous nous montrez voilà, ces toutes petites surfaces étriquées, cette manière, et qu'à chaque fois, en fait, on était sur des jeux de rattrapage et d'inventer un équilibre là où il n'y en avait pas, quoi, avec des vides, etc. Et je trouvais que dans vos propres dessins, vos fantasmes de maison, etc., il y avait également ce jeu-là. Et est-ce que c'est quelque chose voilà, sur lequel vous avez travaillé, pensé voilà, mais c'est une question un peu naïve. Hein. Ben, je peux peut-être faire un collage sur deux notions. Je vous remercie d'abord de poser une question. C'est comme ça, c'est pas si simple de vous répondre, mais je fais bien un collage. Il y en a un qui appartient à un registre que j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure à travers un auteur dans mes visites européennes, c'est Schwarz, l'architecte allemand. Il est peu connu. Par contre, dans les grands piliers du XXe, on a Mies van der Rohe, c'est le grand ami de Schwarz. Ça, c'est vraiment c'est presque un duo. Mais un dit less is more, évoque des certitudes comme des actes sacrés. Et Schwarz, il va là où il doute. Et je suis là. C'est-à-dire, je vais là où je pense qu'il y a de la vie. Et donc, quand bien même je pourrais, après chaque projet, dire quelle méthode j'ai utilisée pour atteindre ce point-là, conscientiser la chose et l'intellectualiser, je sais que le coup suivant, je serai dans d'autres espaces vitaux. Donc je crois que l'idée d'appréhender les projets après les projets, non pas comme une répétition, enfin il n'y a rien de pire
dans le domaine de l'art, par exemple, hein, de ces artistes pour lesquels les galéristes ont fait une OPA sur le travail artistique. Vous en connaissez tous, où ils sont obligés de se répéter. C'est terrible, cette chose. Donc ici, nous, architectes, vous, architectes ou futurs architectes, vous avez une chance incroyable. C'est qu'en fait, l'architecture, c'est un... je pourrais faire un schéma, tiens, vous allez comprendre ce que je veux dire. L'architecture, c'est un truc assez bizarre. C'est-à-dire, je prends une salle comme ceci, mais on est en Italie. Imaginez, on est, allez, juste après-guerre, au début des années 50, 55, allez, Vittor De Sica, enfin, le réalisme italien, les films noir et blanc, oui, assez engagés politiquement. Donc, il y a pas mal de poussière dans la salle. Voilà, il y a un peu de bruit, les sièges sont rouges quand même. Et donc, vous avez l'espace. Et donc, dans cet espace, vous avez le projecteur. Alors, dans ce projecteur, il y a une lampe. La lampe, c'est vraiment en architecture, la lampe, c'est le client, c'est le commanditaire. Mais qui est le commanditaire? Et c'est là que c'est important de le définir. Le commanditaire, c'est quelqu'un qui se définit. Tout le monde ne parvient pas, et à tout moment de la vie, chacun peut se trouver en déséquilibre sur lui-même. Donc, c'est avoir une identité soi, ou une institution a une identité. Toutes les institutions, aujourd'hui, les institutions sont malades, il y a des difficultés institutionnelles partout, un véritable mal-être dans les institutions, et donc il se fait qu'il faut une institution qui soit, comment dirais-je, qui ait de la consistance. Il faut que cette identité individuelle, familiale, collective, etc., considère qu'il existe un futur. Et ça, tout le monde n'est pas capable. Déjà ça, tout le monde n'est pas capable d'imaginer qu'il y a un demain et en plus qu'il y implante un projet. Ça, c'est la lampe. L'écran, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est le bâtiment construit. C'est l'impact comment dirais-je, de la trajectoire du film dans l'espace. Ici, je vous dessine hein, dans le petit théâtre italien, tel que je vous vois dans le théâtre italien. Donc, l'impact, ça, c'est l'écran. C'est-à-dire que pour certains architectes, Melnikov par exemple, enfin, le fait que ce soit construit, il y en a tout plein qui ont construit des utopies, elles n'étaient pas, le fait de bâtir n'était pas nécessaire. Je pense que l'architecture doit exister. Ensuite, vous avez ce cône de lumière. C'est quoi le cône de lumière? C'est le frottement entre l'idée, c'est le cône de frottement entre l'idée et l'espace sociétal. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Vous avez le permis de bâtir qui fait des petits gonflements quand même. Là, ça frotte fort. Mais ça frotte toujours plus, en fait. Et quand un chantier agit, moi, dans mes chantiers, j'ai eu pas mal de blocs contre mes bâtiments. Une fois qu'ils apparaissaient, il y avait des blocs manifestaient leur désaccord. Et donc, l'espace de frottement sociétal d'une idée est très fort. Et le travail des architectes, il est où alors? Ah, mais ça, c'est la pellicule. C'est là qu'on intervient. C'est-à-dire, je l'ai mal placé, la lampe est là. C'est là que l'énergie qu'on met fait qu'on crée une réalité qui ne préexiste pas. On est des créateurs de réalités qui ne préexistent pas. On est des spéculateurs de l'imaginaire. On implante des réalités. La preuve, on va ramener ça dans un bâtiment qui un jour existe. À un moment donné, cette construction a été pensée dans la tête d'une équipe mais elle n'existait absolument pas. Donc, il y a un aspect spéculatif aussi dans le volet architectural, quoi, hein, dans la création architecturale. Voilà. Et donc, je dirais qu'avec ça, pour chaque commanditaire, pour rebondir sur votre question et boucler là-dessus, pour chaque commanditaire, il y a une énergie complètement différente à déployer. Ce n'est pas la même. Tous mes clients, je suis resté en contact avec beaucoup de mes clients. Pourtant, il y a 44 ans que je fais ce métier, hein, et il y en a de l'origine encore. Mais donc, notamment ceux que j'ai cités dans les petites maisons, là. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau d'écoute est très élevé, puisque ma matière première, c'est le vivant. Je travaille sur le vivant, en fait. C'est ça mon idée de base. Et après, une fois que je serai dans mon atelier avec mes outils, ça va devenir, je vais monter vers l'exigence de mise en œuvre, et ça va être tout le temps jusqu'au bout, même après le bout. Puisque quand j'ai fini un bâtiment, je redessine mon bâtiment tel que j'aurais souhaité qu'il s'améliore encore. Oui. Donc ça s'arrête jamais. L'exigence augmente toujours.
Je ne renonce pas, mais par contre, c'est bien sûr l'idée du vivant à partir du commanditaire ou de l'institution commanditaire. Enfin, voilà. Si j'ai un peu frôlé une réponse à votre question, en répondant comme ça. D'autres questions? Non, moi je voulais juste te dire que je trouve ça assez... Bon, il y a des développements comme chaque fois assez lyriques. On connaît la qualité de tes prestations, mais moi je retiens au début deux choses. Quand tu dis en fait, tout démarre... Alors évidemment, la chose elle démarre après l'école, enfin quel que soit... et elle commence par le choix de livres. C'est-à-dire l'attachement, je pense qu'on partage ça, on s'est connus un peu à côté de ça. C'est-à-dire que les architectes... Il n'est pas parmi nous, notre directeur, mais voilà, on a un attachement très précisément au livre. C'est aussi un des paradoxes. Oui. C'est-à-dire que les architectes, ils aiment l'espace, mais bon, ils aiment les livres. J'imagine que toi comme moi, on a rencontré Schwartz avant tout par des publications dans des livres. Hein, c'est des livres qui nous font aller à l'extérieur. Et en effet, après, c'est la rencontre aussi avec des choses qui nous touchent. Je pense qu'en effet, il y a toujours un moment dans une vie d'architecte, un espace, un bâtiment, une infrastructure, peut-être, comme tu le dis, un bâtiment qui n'est pas évidemment signé, hein, qui peut être une espèce de proto-architecture, mais en tout cas quelque chose qui crée un déclic. Et moi, j'aime bien ça parce que je pense que ça marche. Ça, je pense que ça marche à toute époque. C'est pas une question générationnelle, mais je crois que l'attachement au livre, et donc ton désir ensuite de produire des livres, et en même temps aux choses qui sont souvent des choses de... Alors en effet, là c'est merveilleux, parce que personne ne sait, cette architecture très intrigante, personne ne s'y intéressait, et puis on tire un fil, et voilà, et ça donne, c'est super belle. Peut-être qu'il y a une chose... Alors c'est intéressant, parce que moi les gens que je côtoie dans le cinéma, c'est un peu ça aussi. On redécouvre des films, il y a un travail incroyable aujourd'hui avec les nouveaux supports qui permettent de ressortir quand même des choses qui n'avaient jamais été vues, même à l'époque où ça existait sur des supports. Donc je pense que c'est une question aujourd'hui très contemporaine, la manière dont tu poses les problèmes. Parce qu'on est quand même dans une période où, massivement, dans les écoles d'architecture, en particulier la nôtre, la question de la mise en cause de l'édifice comme premier est remise en cause. La question qui termine ta conférence, qui est quand même la question du dessin. C'est-à-dire faire l'éloge du dessin. Je ne sais pas si en Suisse c'est le cas. En tout cas, ici, c'est très suspect. Et je pense qu'en effet, c'est quand même des fondamentaux qui, aujourd'hui, même sous des formes, à mon avis, renouvelées, méritent d'être repensés, quoi. Donc moi, j'aime bien cette trilogie d'un existant qui nous accroche, des livres en même temps, qui amènent une connaissance, même si les ouvrages que tu montres, je pense que tu es très loin maintenant de la pensée de Benevolo, de Frampton, c'est-à-dire que tout ça, en effet, c'est une pensée d'une autre époque, très moderniste. Voilà. Et puis, à la fin, la conclusion sur le dessin, qui reste quand même, dans le petit texte que tu viens de lire, la chose quand même sur laquelle... Il y a peut-être une chose sur laquelle je veux dire un tout petit mot pour les étudiants, une dernière, qui correspond à ça à partir du livre, de ce livre-là, c'est-à-dire de l'exposition que vous pouvez encore voir ce soir. Il y a une part chez moi dans ça. Ceci est un livre politique. Je m'explique. Demain, vous serez confrontés dans vos univers, peut-être que certains, qu'il y a des options ici, je ne connais pas suffisamment la pédagogie de l'ENSA, hein, je suis désolé, je n'ai pas étudié ça, donc je ne sais pas quels sont les ateliers que vous faites, mais je vois de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants en architecture partout en Europe, là où je vais, qui s'intéressent à la question du patrimoine, donc qui focalisent vraiment sur comment faire avec le patrimoine ancien, comment se comporter, donc une véritable attractivité aussi liée à la dimension historique. Vous allez voir que demain, une fois que vous serez dans des projets confrontés à du patrimoine, soit dans des zones, des périmètres protégés, comme on appelle ça en Belgique, vous avez ça aussi en France, soit des bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire ou classés, vous allez avoir devant vous des administrations névrosées, c'est-à-dire extrêmement dogmatiques. Donc, partout en Europe aujourd'hui, il y a une déconnexion complète des réalités de la vitalité architecturale à partir de la question du patrimoine. Si je fais encore un petit schéma en matière de patrimoine, et je vais expliquer en quoi ce livre est important, en fait, la mémoire, c'est le vrai grand sujet. L'histoire, c'est déjà un morceau
fabriqué. On sait que les nations sont nées de récits qu'on analyse maintenant, et on sait à quel point l'histoire est un outil, comment dirais-je, qui est déjà très limitatif par rapport à la question de la mémoire. Ensuite, le patrimoine, il a été fait à partir de, en France, c'est Prosper Mérimée, enfin c'est 1830-1860, mais pour d'abord inventer une nation, donc il fallait des récits qui étaient orientés vers l'idée de la nation. Et ensuite, on a monté avec les différentes névroses du XXe siècle, qui étaient des névroses guerrières, hein, comme on en connaît aujourd'hui, des destructions massives d'architecture, qui ont fait qu'on s'est pris du patrimoine au mépris de tout projet, en fait. Donc, le pouvoir aujourd'hui au niveau patrimonial est trop élevé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans tous mes projets, j'ai travaillé systématiquement avec des historiens. Même quand je fais une maison, j'engage un historien. Pourquoi? Parce que je veux connaître le substrat. Si vous voulez, un projet, quand il tombe sur une parcelle, il arrive dans un lieu fertile. La fertilité, ce n'est pas que de la topographie, ce n'est pas que du microclimat, ce n'est pas que les moyens économiques, comment dirais-je, à disposition d'un projet, c'est le substrat social, économique, politique de la parcelle. Qu'elle soit microscopique ou grande, ça n'a pas d'importance, c'est toujours comme ça. Et donc, c'est assez intéressant d'aller par là, parce qu'avec les connaissances historiques, au fur et à mesure que j'ai dû affronter des administrations du patrimoine, je me suis trouvé, pour l'essentiel des cas, attention, j'ai rencontré des gens remarquables dans ce domaine, mais aujourd'hui, il y a une distribution des rôles qui ne fonctionne plus. Et donc, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est faire apparaître un pan d'histoire qui n'est pas l'histoire officielle, mais qui est tout aussi importante que l'histoire officielle. Donc, j'ai sorti une œuvre en soi, hein, d'un architecte inconnu, qui n'est pas dans le Panthéon, qui n'est pas répertorié, qui ne sera pas répertorié dans le domaine patrimonial, mais qui donne des leçons de vitalité. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est à regarder pas que les grandes choses, mais de vous questionner à chaque fois et d'augmenter vos capitales de connaissances pour chaque projet que vous montez. Parce que ça va s'additionner. Ça va s'additionner. À chaque fois que vous allez avoir des connaissances complémentaires, elles vont s'ajouter aux précédentes. Et là, vous serez plus fort. Parce que vous aurez besoin d'être fort. Parce qu'il faut résister aussi. Il ne faut pas seulement qu'imaginer et penser qu'avec l'imaginaire, on y arrive. Il faut avoir une bonne constitution et résister. Et donc, une résistance, c'est de faire cet acte-là. C'est le texte que je n'ai pas lu sur la Pléiade. En fait, ce que je voulais dire avec la Pléiade, c'est qu'aujourd'hui, la validation des auteurs français n'est pas faite par l'autorité publique, mais c'est fait par un privé qui s'appelle Gallimard et qui donne les validations de la langue française à travers un protocole de travail qu'on appelle la Pléiade, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc, quand je dis que je fais de Villanova Artigas un Pléiade et que je dis aux Brésiliens, je ne suis pas d'accord de publier le livre de 1981 de Villanova Artigas parce que j'ai là-dedans le quart de ce qu'il a produit. Je veux le tout et être passeur du tout parce que je pense que c'est dans cette globalité-là que je vais arriver à avoir un moteur pour expliquer à quel point le texte écrit par l'architecte est fondateur de son appétence pour une culture égalitaire, enfin ce qu'il mettait en avant. Les architectes sont des grands utopistes, mais ils se taisent quand il s'agit d'écrire, si je peux dire, hein, et de publier des textes. C'est ça que j'essaye de faire, en fait, c'est de redonner cette capacité politique. Et vous êtes des jeunes gens et des jeunes femmes qui ont demain des opportunités de rentrer dans des bureaux et de faire des compétitions, mais sachez que c'est très compliqué et affolant et que vous avez plein d'autres pistes possibles parce que vous faites une formation très généreuse, très ouverte. Et avec l'architecture, ça vous mène partout, partout en fait. Donc laissez-vous vraiment toutes les opportunités ouvertes demain plutôt que de rentrer obligatoirement dans du travail à la chaîne de compétiteurs. Réfléchissez à 2 fois avant de faire ça, oui. Et on te remercie. Oui. Merci. Merci.